Paris est une ville connue pour ses belles façades. J'ai toujours été curieux de savoir ce qui se cachait derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière les constructions humaines? Avec le temps, j'ai appris à lire entre les lignes, à lire ce qui ne se montre pas ou ne se voit pas. Je suis Dimitri Tvetkov, baron, architecte, et j'ai créé ce podcast pour aller à la rencontre de ceux qui créent la ville et de ceux qui transforment nos vies. Aujourd'hui, nous sommes devant une façade haussmannienne, parmi d'autres, mais derrière laquelle se cache un projet singulier. Je vous amène à découvrir ce projet et surtout à découvrir la personne qui a transformé ce lieu, un confrère, un architecte, Christophe Dugencourt. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, Merci de nous accueillir à Sauvilliers. Comment ça va? ça va très bien et je suis très heureux et très fier surtout de te présenter ce bâtiment dans ta première série de podcasts sur le sujet de savoir comment on peut parler des architectes sans façade. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de ce lieu, on va parler surtout de toi et on va parler de la profession d'architecte. Ce que je voulais te montrer en te faisant venir ici, la façon dont on a investi cette parcelle. Régulièrement dans nos projets, on intervient sur des lieux qui sont partiellement remplis ou même vides, sur lesquels on va construire un bâtiment. Ici, on est dans une parcelle qui dit exactement le contraire. Quand on est arrivé, elle était pleine. Toutes les limites séparatives étaient connectées avec le bâti, et donc il a fallu trouver des nouvelles façades. Donc le principe, ça a été de dire, on creuse à l'intérieur du bâti pour définir un vide et des nouvelles façades dans le bâtiment et lui redonner une nouvelle fonction. Sa fonction, ça va être un bâtiment tertiaire. Et donc ça, c'est devenu le cœur du projet qui amène de la lumière. Comme on n'avait pas beaucoup de surface, on a fait un jardin vertical. Donc on a 150 mètres carrés de jardin qui sont ici à la verticalité et qui vont permettre depuis chaque bureau de voir un espace extérieur, un peu de ciel et de la verdure. Créer du bureau ici, c'était amener de la lumière et amener des vues. Il fallait un puits de lumière. Il fallait un puits de lumière. Et comme tu le sais aussi, on est très rapidement dans notre métier rattrapé par les règles d'urbanisme et donc concevoir un espace qui soit réglementairement au niveau urbain, sécurité, incendie, conforme pour que tout le monde puisse profiter certes de la lumière mais dans des conditions d'hygiène et de sécurité. Et vous en avez profité aussi pour installer quelques éléments techniques. L'idée c'était bien sûr de chauffer ce bâtiment puisqu'il ne l'était pas préalablement et même également de le rafraîchir. Donc en fait on a installé ici tous nos systèmes techniques de pompe à chaleur. On les a intégrés avec notre mur mobile. Je dirais donc qu'il y a une sorte de double découverte quand on visite ce lieu. Déjà la surprise d'avoir l'ancien garage à foin et ensuite la surprise d'avoir ce puits de lumière et ce jardin intérieur. Maintenant, Christophe, j'aimerais bien que nous parlions plus de toi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'asseoir? Eh bien oui, en fait, il y a un rooftop qui va pouvoir nous accueillir et on va pouvoir parler à ciel ouvert. Magnifique. On y va. Je te suis. Bienvenue sur la terrasse, notre Merci. rooftop. Merci Christophe. La vue magnifique, c'est la ville de Paris. On est au cœur d'un îlot. Quand je repense à ce que tu m'as montré, le projet, c'est quand même une transformation en profondeur. C'est quelque chose où tout d'un coup, dans un plein, on crée un vide, mais qui amène aussi une respiration. C'est exactement le sens de ce projet. Qu'est-ce qui a fait que, après ce projet, n'était plus pareil chez toi par rapport à avant ce projet? Je crois que c'est venu confirmer chez moi l'idée qu'en fait, le bâti existant a beaucoup plus de valeur qu'on l'imagine et qu'aujourd'hui, le sens de notre métier, c'est quand même de reconstruire la ville sur la ville, de reprendre les bâtiments tels qu'ils sont, de réfléchir à leur usage, se dire que si l'usage renouvelle sur un bâti, en fait, on peut conserver ce bâti et on peut effectivement, sur 1, 2, 3 générations, voir des programmes différents qui s'installent. Alors certes, avec des transformations partielles, comme on l'a fait ici en creusant dans le bâti. Mais voilà, ça c'est venu confirmer en fait cette hypothèse de réflexion et qu'on n'a pas besoin de continuer à étendre nos villes. On peut faire davantage sur l'existant. Est-ce que tu serais devenu davantage adepte du patrimoine? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié, à ton avis, à ton évolution d'homme qui a pris de l'âge? Certainement. Mais également
peut-être aussi à mon histoire, puisqu'en fait, j'ai grandi dans une ville médiévale. J'ai toujours été entouré de bâtiments qui avaient plusieurs siècles d'existence et qui auront certainement encore d'autres siècles d'existence après mon propre exercice d'architecte. Et ça m'a confirmé qu'en fait, notre intervention, nous, dans la ville ou sur le bâti, c'est toujours une intervention sur un temps court par rapport à une histoire qui est beaucoup plus grande que celle de ce que on peut faire, nous, dans notre métier. Moi, ce que j'entends, c'est une forme de sagesse et aussi de retour aux sources. Est-ce Oui, que tu peux nous parler de tes origines, Christophe? Qu'est-ce qui a fait que Christophe Dujancourt, jeune homme, ou peut-être même enfant, est devenu l'homme que tu es, l'architecte que tu es? alors écoute, je suis le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Et quand tu arrives dans une famille où tout est déjà organisé, en fait, ça te met en position de respecter ce qui est déjà en place. La structure de la famille est déjà construite, et donc tu arrives dans cet élément-là. Et je pense que ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose de fondamental au sens propre du terme, et ça m'a amené à toujours me positionner en respect des autres, au respect de mes parents, certes, mais également de mes frères et sœurs qui étaient mes aînés. Je crois que naturellement, quand je me suis retrouvé face à une maîtrise d'ouvrage et face à du patrimoine, je cherchais à comprendre ce qu'il en était avant de moi-même commencer à m'exprimer. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que d'abord, je suis un enfant réservé, si tu veux, et qu'ensuite, dans cette réserve, je vais aller chercher un moyen de m'exprimer. Et dans cette famille où tout est déjà en place, je vais aller chercher un autre vecteur que d'aller m'exprimer dans ma famille. Ça va certainement être ce qui va me séduire dans l'architecture, puisque là, je vais pouvoir commencer à dire des choses autrement que par la parole. Donc une sorte de nouvelle façade intérieure. C'est une belle comparaison. C'est là-dessus que je voudrais te lancer. C'est qu'est-ce que toi, tu penses laisser dans les projets que tu as fait, que tu continues à faire? Je pense que le mot qui me vient, c'est les deux mots qui me viennent, c'est le respect et l'humilité. Tu m'as posé des questions sur mes origines personnelles. J'ai toujours été dans le respect de ce qui était avant moi, puisque mes parents, mes frères et sœurs aînés, je les ai respectés. Et en fait, en venant sur des bâtis existants, je me sens toujours dans une position de respect. C'est-à-dire, je cherche d'abord à comprendre ce que dit un bâtiment, ce qu'on va pouvoir respecter de ce qu'il est, de ce qu'il dit, de sa structure. Essayer d'intervenir avec humilité, c'est-à-dire ne pas forcément faire beaucoup de bruit dans nos gestes qui quelquefois, nous les architectes, sont un peu excentriques. Tu te dis, ben voilà, comment je vais pouvoir redonner d'autres qualités à ce bâtiment tout en le respectant. Les deux démarches, ça va être ça va être le respect et l'humilité par rapport à ce qu'on va pouvoir faire. Quelque chose qui soit suffisamment sobre pour que ça puisse durer et s'inscrire dans le temps. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le mot accompagnement. C'est comme si tu devais accompagner quelque chose qui existe déjà et prolonger son existence. On est de passage, hein. On est de passage, nous aussi, les architectes. Donc on est de passage par rapport à tout ce patrimoine. Mais tu as aussi fait des bâtiments neufs. Oui, et là, la démarche est assez différente, en fait, puisque là, le respect, ça va plutôt être celui de l'environnement, c'est-à-dire d'arriver sur un lieu, Un contexte. voilà, un contexte. Mais je pense que ça fait partie des fondamentaux de l'architecture, hein, ceux qui sont rappelés par Alberti, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des fondamentaux qui sont pour nous, les architectes, des points d'appui. Et donc le lieu en est un, effectivement, quand tu arrives sur un lieu, il a forcément une histoire, il a une topographie, il a un environnement climatique. Et là, effectivement, tu réfléchis un petit peu autrement, avec un programme neuf, tu vas chercher à essayer de comprendre quels seront les enjeux pour le maître d'ouvrage d'aujourd'hui, mais peut-être aussi aujourd'hui celui du maître d'ouvrage de demain, puisqu'en fait, notre rôle, c'est d'essayer d'inscrire ces bâtiments dans une histoire assez longue. Ce qui m'intéresse aussi, c'est regarder ce qui se passe derrière la scène. On parlait tout à l'heure des différents films qui sont sortis récemment sur les architectes, et je me disais qu'il y a une réelle difficulté à montrer le process créatif, le réel travail que nous faisons. C'est-à-dire que là, on a visité un bâtiment qui est fini, qui est magnifique, qui est propre, mais on ne connaît pas le chantier qui est derrière et on ne connaît pas le chantier intellectuel qui est derrière. Les batailles, les compromis qui ont pu être faits ici, dans d'autres projets que nous faisons en tant qu'architectes, c'est quelque chose qui n'est que difficilement visible. Et s'il y a un point commun entre les différents films sur les architectes, c'est peut-être la solitude de l'architecte avec son œuvre. Donc j'aimerais aborder un peu ces sujets-là
à savoir, est-ce que toi, avec ta vision singulière du projet, malgré, l'ensemble des contraintes qui sont partagées entre les différents acteurs, est-ce que tu t'es senti déjà seul avec cette, vision? Est-ce que tu as dû te battre? Est-ce que tu as dû faire des compromis pour qu'un projet se fasse? Alors se battre, oui, parce qu'on est dans un métier de combat, ça c'est sûr, avec les champs réglementaires, avec les contraintes techniques, avec tout ce qui nourrit notre métier. Des doutes sur le projet en lui-même, assez rarement. Je pense que une fois que j'ai trouvé la cible, je pense que mon énergie, elle est canalisée sur cette cible. Par contre, ce que je fais assez régulièrement, c'est que je me nourris des échanges que je vais avoir pendant toute la phase de conception et la phase de réalisation avec les différents interlocuteurs, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les entreprises. Chacun a quelque chose à nous apprendre. Ça va en fait venir donner un peu plus de patine à notre projet. Mais je pense que l'axe du projet en lui-même, je pense qu'il nous appartient et souvent c'est cette vision qu'on essaie de partager. Alors on a des outils, hein, on a nos dessins, nos coupes, nos descriptifs qui nous permettent d'en parler, mais je crois qu'on a aussi quelque chose de plus précis dans notre tête qui est une sorte d'objet virtuel comme ça qui nous guide et qui nous emmène vers notre résultat final. Souvent, j'ai dans l'image, par exemple, celle d'un chef cuisinier qui, le matin, va faire son marché, qui va choisir ses ingrédients, qui va ensuite tester des assemblages, qui va préparer différentes choses et qui va ensuite assembler et donner un plat dont il aura lui-même anticipé un peu les résultats gustatifs. Parce qu'en fait, il a une expérience, il a une démarche empirique par rapport à tout ça. Et nous, je pense qu'on fonctionne un peu de la même façon. Et je crois que les architectes, contrairement aux ingénieurs, je pense qu'on a une façon de raisonner qui est une façon plutôt en râteau, c'est-à-dire qu'on fait avancer plusieurs sujets en parallèle, avec au final les dents du râteau quand même qui finissent par converger, sachant que tu gardes quand même l'axe. C'est-à-dire que le point de cible, je pense que l'architecte, c'est lui qui le tient, mais effectivement, il se nourrit de. Je reviens à ma question précédente. Est-ce que tu t'es senti, seul avec, le poids de cet axe, avec le poids de cette cible en disant: «Je suis incompris des autres»? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Non, parce qu'à partir du moment où moi je suis convaincu de l'orientation que je donne, Tu as toujours su communiquer ça? Tu avais des maîtres d'ouvrage qui ont toujours accepté ta position? je pense que plus on est certain, plus on est convaincu de ce qu'on est en train de faire et du chemin qu'on est en train de prendre, et plus je pense qu'on va générer une adhésion, une prise de confiance en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'un maître d'ouvrage qui nous fait confiance, qui nous laisse main libre parce qu'il pense qu'on est sur le bon chemin, on est un peu comme un guide en fait, à un moment donné dans l'aventure du projet. Un passeur? Voilà, et donc on a notre maître d'ouvrage qui à un moment donné nous fait confiance et à ce moment-là, il n'y a plus trop de doutes qui s'installent. Alors c'est vrai que ce qui va jouer beaucoup dans tout ça, c'est quand même l'expérience. Je pense que dans les premiers projets qu'on fait, on n'est pas forcément toujours certain de trouver le bon chemin. Plus on avance et plus on pense que le chemin est évident pour nous et qu'il est d'autant plus facile d'aller convaincre ceux qu'on emmène avec nous dans l'aventure, parce que ça reste une aventure quand même. Peut-être parce qu'avec, l'expérience, on acquiert aussi, une crédibilité et peut-être un nom qui nous aide à amener les autres acteurs avec nous? Bah, le nom, pas forcément. Heu, Après le nom, il peut être, comment dire? Dans des cercles plus ou moins restreints, mais quand même, on te connaît. on me fait confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que, l'essentiel de mon activité, elle s'est faite, l'activité dans un monde tertiaire ou même, au niveau du logement, dans un cercle privé. C'est-à-dire que, ça n'a jamais été des commandes par concours, ça a toujours été des commandes par recommandation. Et c'est vrai que, le projet réussi était souvent, le projet suivant parce qu'à ce moment-là, on rencontre un nouveau maître d'ouvrage, quelqu'un qui a envie de nous faire confiance, qui a entendu parler de nous et qui va nous dire: «Bah, on a vu ce que tu as fait avec un tel et on aimerait bien te faire confiance sur cette opération». Donc oui, il a une notion de crédibilité, de confiance qui peut s'installer, mais sans aller forcément vers le star system, qui est pas vraiment représentatif de notre métier. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre de l'invisible chez l'architecte. Tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne.
Comment on est un projet? C'est quoi le travail qu'il y a derrière? Ça peut conférer à l'architecte une sorte de bâton magique, en fait. C'est comme si, c'était un magicien et hop, il y avait un truc qui sortait et on ne sait pas comment ça marche. J'ai eu des situations où je pouvais être perçu comme difficile à comprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, parce que en fait, c'est comme une sorte d'alchimie, comme on le disait tout à l'heure. On voit différents ateliers qui se mettent en place dans notre réflexion, et ceux qui sont autour de nous et qui nous observent ne voient pas forcément la finalité. Moi, j'ai eu l'occasion une fois de discuter avec un maître d'ouvrage qui voyait le travail que j'étais en train de faire avec un menuisier, qui a assisté à une réunion que j'avais avec un serrurier, et qui comprenait ce que je faisais avec chacun, mais qui me disait: «Mais comment tout ça, ça s'assemble?» Où est-ce que ça va tout ça? Où est-ce Avec que mon ça argent? va? Bah, je disais: «Ça s'assemble déjà dans ma tête, et puis ensuite, vous verrez, ça va s'assembler, sur le chantier», et il y avait une forme de, tu parlais de magie tout à l'heure, il y avait une forme de, oui, de un peu de fascination à voir que tout ça, c'était quelque part, une démarche intellectuelle, puisque c'est quand même, le fondement de notre métier, et que, à travers des éléments pratiques, on savait en fait amener vers quelque chose qui allait se réaliser et s'emboîter en fait. Comme si on construisait chaque pièce du puzzle un peu de part et d'autre, qu'à un moment donné tout ça, ça forme une image. La confiance est fondamentale. Parce que sans la confiance, cet assemblage, à un moment donné, et ben, il peut ne pas se faire, en fait. Parce que tout d'un coup, on va prendre une pièce, on va vouloir l'amener ailleurs sans voir l'image. Faut avoir confiance en soi, faut avoir confiance en soi, et ensuite, une fois qu'on a vraiment confiance en soi, on peut emmener la confiance, des autres avec nous, quoi. Mais oui, ça demande, Et ça veut dire aussi que pour être architecte, faut se construire d'abord ou se construire pendant que le métier, se fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est toujours ce que je me suis dit. je crois que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous, parce que c'est pas en sortant d'une école avec un diplôme d'architecte qu'on est architecte. Moi, j'ai pour habitude de dire que, c'est comme un peu pour le vin, tu vois? Il faut une dizaine d'années avant qu'on comprenne un peu toute l'épaisseur du métier, et effectivement, une fois que tout ça, c'est arrivé à maturité, on peut commencer à devenir un peu plus crédible, quoi, et crédible parce que nous-mêmes, on croit en nous, et que du coup, ceux qui vont venir vers nous vont croire en nous également. Moi, curieusement, je pense que ce qui m'a vraiment, donné confiance en moi en tant qu'architecte, c'est le chantier. C'est après avoir fait quelques années de chantier, de voir comment les bâtiments se construisent vraiment, là, je me suis dit: «Bah, la matière, elle est là, je sais comment ça se fait» et encore aujourd'hui, j'ai un rapport au chantier qui est, pour moi fondamental. Quel est, toi, ton rapport au chantier? Comment tu mènes un chantier? Alors, il est à plusieurs niveaux. Alors effectivement, il est quasi sensoriel, parce que en fait, aller sur un chantier, c'est aussi, respirer, ce qu'on a dessiné. Quand on coule les premiers voiles de béton, l'odeur du béton frais, c'est quelque chose de singulier. Quand on assemble de la menuiserie, ça a une odeur aussi. La peinture, bien évidemment, tous ces éléments-là, c'est des odeurs, et c'est vrai que quand on est sur un chantier, on s'imprègne de tout ça. Et également, l'aspect sensoriel, c'est le côté aussi, pratique de l'espace, parce qu'on est quand même, confronté à une situation un peu exceptionnelle dans notre métier. C'est qu'à un moment donné, on travaille en 2D, on dessine, on imagine, on a quelque chose comme ça qui est un objet, intellectuel. Puis à un moment donné, tu traverses un couloir, tu, montes un étage, tu arrives sur une toiture terrasse, et tu vérifies ce que tu avais imaginé dans tes dessins, voire même tu découvres, au-delà de ce que tu avais dessiné, d'autres éléments. Oui, je suis convaincu que le projet se fait tout au long du projet, y compris pendant le chantier. Oui, parce qu'il y a aussi le fait que, bah, quand on fait une élévation, au sens physique du terme, mais aussi au sens spirituel, à un moment donné, peut-être que tu vas arriver avec des vues différentes que tu n'avais pas perçues quand tu étais sur le terrain, avec des cadrages, avec des morceaux de paysage qui étaient passés, inaperçus dans ta première démarche, et que ceux-là, tu vas pouvoir peut-être les révéler davantage, quoi. Donc ton projet, effectivement, il va maturer, il va se peaufiner pendant le chantier, ouais. Bon, ça s'est un petit peu réfléchi, on est quand même à Paris. On est au mois de février, donc on s'est équipé et on va revenir à notre discussion. Parce que tu me disais que ce n'était pas forcément un métier que tu aurais choisi comme ça spontanément. Comment as-tu choisi ce métier et qu'est-ce que ça a transformé en toi? Alors effectivement, c'est pas du tout le métier que j'envisageais, puisque j'étais plutôt attiré par la nature et la forêt, donc je me voyais plutôt, m'orienter vers un métier, qui m'aurait permis d'être au milieu des forêts. Je me suis retrouvé, une décision de renoncer à un moment donné à faire des études, trop scientifiques,
et en fait, j'ai testé l'école d'architecture un petit peu par hasard parce qu'on m'avait conseillé, cette voie-là et au bout de quelques semaines, quelques mois que j'ai pu faire mes 1 pas dans une école d'architecture, effectivement, ça m'a énormément séduit, parce qu'en fait, j'y trouvais à peu près tout ce qui m'intéressait. J'y retrouvais, l'histoire de l'art, les arts plastiques, la sociologie, la philosophie, un peu de mathématiques qui m'intéressait beaucoup quand même à l'époque aussi. Après ce que ça m'a appris, bah, ça m'a appris quand même, la rigueur, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et pas un métier de légèreté puisqu'en fait on doit sans arrêt être, dans le contrôle de toute cette, de ce champ réglementaire, technique, économique, Absolument. et ça, c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et quelquefois, là où ça devient un peu compliqué, c'est que cette rigueur, elle peut se transformer en rigidité pour nous, pour, ceux qui sont proches de nous à titre privé ou même à titre professionnel. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur dans ce qu'on fait, donc c'est toujours, assez difficile et ça nous met beaucoup en pression. C'est très chronophage aussi parce qu'en fait, ne pas se tromper, c'est vérifier et vérifier, c'est passer beaucoup de temps à contrôler, ce qu'on a dessiné, ce qu'on a écrit, ce qu'on a transmis à nos collaborateurs, aux entreprises. Alors c'est une pression qu'on a pour nous-mêmes, mais aussi qu'on a souvent, pour notre environnement proche. Tu penses que c'est la principale transformation que l'architecture t'a amené en tant que personne, c'est la rigidité? Non, je dis que c'est Une des un des points. C'est un travers. C'est un travers, c'est un OK, travers. Non, non, je pense que le point positif, c'est, la confiance en soi. d'accord. C'est la satisfaction de voir, des réalisations se faire, sur la base de ce qu'on a imaginé et c'est toujours, très gratifiant. C'est quand même un métier passion et on parlait tout à l'heure de l'expérience du chantier. Je pense que plusieurs fois, j'ai dit à mes jeunes confrères quand on était dans l'agence, il y a quelque chose que peu connaissent dans leur métier, c'est ce moment où un soir, après une réunion de chantier, tu te retrouves tout seul sur ton bâtiment qui est en travaux. Tu le parcours et tu vois des choses, qui sont effectivement l'émanation de ta réflexion et de ta sensibilité et tu te dis: «Bah, voilà, ça c'est une vraie satisfaction» et c'est celui qui a conçu le projet qui peut la mesurer et celle-ci, elle est très gratifiante. L'émergence d'une nouvelle réalité. Quelque chose qui n'était que imaginaire, qui n'était que pensée, devient une réalité palpable. Moi, je trouve que c'est une des plus grandes émotions, dans ma vie d'architecte. Qu'est-ce qui est dur dans ce métier d'architecte? Il y a une notion de sacrifice par rapport à ça ou de choix qu'il faut savoir assumer en tout cas. C'est un choix parce on peut le faire de différentes façons, mais il y a un choix là où à un moment donné, ta vie privée est quelquefois, impactée par cette, pratique professionnelle. Bon, ce qui est difficile aussi souvent, c'est pas tant le fait de porter le projet parce que comme je le disais, tout à l'heure, je pense que quand on est en confiance avec soi-même, il y a pas de problème. Ce qui peut être compliqué, c'est d'emporter et de maintenir pendant tout le projet la confiance de la maîtrise d'ouvrage. Mmh. C'est quelque chose qui t'a mis au défi? Tu te méfies de devoir douter de toi-même. Ça, je pense que la formule est excellente, ouais. Alors c'est vrai que l'exercice, il est plus compliqué quand la maîtrise d'ouvrage est pas professionnelle. On peut avoir en face de nous des maîtres d'ouvrage qui sont des vrais professionnels de la construction et qui connaissent les règles, les enjeux, les difficultés. Et avec ceux-là, c'est souvent plus simple parce en fait, si on a bien mis les choses en place avec eux, ils savent pourquoi on est là, quelle est notre part de responsabilité, quel est notre rôle, quel est leur rôle à eux et Mmh. quelle est leur responsabilité. Est-ce que tu penses que l'architecte a un vrai rôle de transformation dans la société? Ah, je pense que c'est un jeu interactif, hein, puisqu'en fait, on voit bien aujourd'hui qu'on parlait du champ réglementaire, mais on voit le champ environnemental aussi. Concevoir un bâtiment, en 1990 ou de concevoir en 2030, les règles du jeu sont pas du tout les mêmes. On répond pas aux mêmes contraintes, on répond pas aux mêmes attentes et donc notre rôle, c'est d'essayer d'être le plus en phase possible avec notre environnement au sens large, avec toute l'écologie, au sens large aussi, de tout ce qui est social, de tout ce qui est, proprement, environnement naturel et que, plus on intègre ça dans nos projets et plus on le fait vivre à ceux qui vont pratiquer nos bâtiments. En ce sens, il y a
dimension un peu d'éducation aussi, c'est-à-dire que apprendre à vivre dans un bâtiment en respectant le chauffage, l'éclairage, la quantité de surface dont on a besoin aussi pour travailler. Oui, tout ça, c'est des choses aujourd'hui, on sent qu'on va vers une économie de projets en permanence et si nos projets sont suffisamment bien réalisés dans ce sens, alors à ce moment-là, effectivement, ça peut avoir un rôle impactant sur les usagers. Et bon, pour répondre à ta question, oui, on peut transformer tout doucement la société en... Je vais te donner un exemple Ouais. concret puisque nous en avons beaucoup discuté. C'est transformer les bureaux en logements. Moi, je pense que la révolution industrielle, c'est celle qui a sorti l'homme de son habitation pour aller travailler à l'extérieur, dans l'usine. Avant la révolution industrielle, globalement, on est dans un système rural ou artisanal. Là où on habite et là où on travaille, c'est à peu près le même endroit, le même lieu, dans les villes ou dans les campagnes. La révolution industrielle, elle nous fait sortir de notre habitation, on se déplace. Puis jusqu'il y a encore quelques années, c'est vrai pour l'activité tertiaire, c'est-à-dire qu'on prend un transport individuel ou en commun pour aller sur notre lieu de travail. Ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est que tout ça est en train de bouger. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'à nouveau, le lieu de travail et le lieu d'habitation peuvent se superposer. Le télétravail en est la preuve la plus marquante, puisqu'en fait, globalement, on a des espaces qui sont des espaces tertiaires qui sont en train de se vider, et on a des habitations qui, pour certaines, deviennent trop petites, parce que quand tu as une ou deux personnes dans une famille qui est en télétravail, ben, elles ont besoin d'avoir un peu plus de place au milieu de leur famille pour travailler. Là, on est dans un bâtiment qui a été reconverti, transformé. Tout à fait. Et je pense que pour moi, c'est fondamental aujourd'hui qu'on réussisse à faire évoluer ces bâtiments. On a à Paris aujourd'hui plusieurs bâtiments qui le démontrent, où on n'avait que du tertiaire. Pour nous, les architectes, le bâtiment Morland, par exemple, qui était un bâtiment de traitement de nos permis de construire à Paris, était un bâtiment purement administratif. Il a été reconverti dans un programme où aujourd'hui on a de l'habitat social, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport. Comment aller avec nos maîtres d'ouvrage vers ce type de programme où on peut les encourager, faire prendre le risque de requalifier leur bâtiment, Les aider à cadrer à passer le cap. Ouais. ouais, ce type d'opération. Très bien. On va peut-être arriver vers le dernier volet de notre podcast, notre échange. Je voudrais parler de l'architecte entrepreneur. Pour exercer ce métier, à un moment donné, il faut créer une entreprise, il faut encadrer des gens, il faut déléguer des choses. Et la vision qu'on a, il faut la porter aussi au sein de son entreprise. Quelle est ton expérience? Parce que tu as une agence pendant 30 ans. Quelle est ton expérience positive et négative que tu as retenue d'avoir construit une agence, d'avoir été chef d'agence? Je crois que la chose à laquelle on est moins préparé quand on fait des études d'architecture, c'est à se dire qu'un jour on va être un chef d'entreprise. Absolument. Moi, je dois avouer que c'est une question que je m'étais jamais posée et pourtant elle était évidente, mais bon, j'avançais à l'aveugle dans un métier sans m'être posé cette question. Et il est vrai que c'est certainement là les plus grands moments de solitude que j'ai rencontrés. D'accord, les voilà. C'est quand tu es chef d'entreprise parce qu'effectivement, tu te retrouves d'un seul coup employeur. Donc, tu es à la fois un DRH, un DAF, voilà, tu as plusieurs fonctions à prendre, plusieurs casquettes qui sont complètement commerciales. Merci, ouais, effectivement. Que tu improvises complètement parce qu'en fait, c'est des domaines auxquels tu n'es pas du tout préparé. J'aimerais te poser une dernière question. Peut-être deux dernières questions. Si tu devais revenir, si tu pouvais revenir en arrière, qu'aurais-tu changé dans ton parcours d'architecte? Alors, Vaste sujet. vaste sujet. Je dirais que par rapport au sujet qu'on vient d'aborder juste avant, je pense que j'aurais cherché à me détacher davantage de mon rôle de chef d'entreprise. Puisqu'en fait, c'est une partie très prenante de notre temps et qu'elle nous éloigne quelquefois de notre métier de base. Je pense qu'il y a des agences aujourd'hui qui fonctionnent avec des directeurs d'agence qui prennent cette responsabilité et qui laissent l'architecte dans son rôle. Oui, si je devais refaire les choses, je pense que j'aurais essayé d'identifier davantage les fonctions entrepreneuriales et j'aurais essayé de les déléguer. Sortir de l'opérationnel.
exactement. Tout à fait, oui. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est peut-être commun avec d'autres chefs d'entreprise, pas forcément. En général, tout à fait. Qu'est-ce que tu as envie de transformer encore dans ton métier, dans ta pratique d'architecte ou dans ta vie aujourd'hui? Essayer peut-être d'amener une couleur différente sur les choses. Tu vois, ce bâtiment, on a parlé de son histoire, on l'amène à une autre fonction, on amène une nouvelle lecture, une nouvelle image du bâtiment. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à peaufiner. Comment on peut aller encore plus loin à chaque fois sur chaque bâtiment, comment on peut pousser ces transformations et donc consacrer davantage de temps à ce sujet, comme on l'a dit tout à l'heure sur les bâtiments tertiaires qui demain seront peut-être des bâtiments mixtes ou des bâtiments de logement. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui m'intéresse beaucoup par rapport à la transformation, parce que je pense qu'il y a une démarche qualitative qui est vraiment intéressante. Et je te racontais récemment mon expérience de la fin de l'année 2025 où j'ai pu aller voir au Théâtre des Champs-Élysées un ballet chorégraphié par Presse Jocage et où on te présente le Lac des Cygnes, que tout le monde connaît, qui est une référence, qui est un classique et tu as un chorégraphe à un moment donné qui retravaille, cette chorégraphie et ce ballet et qui en fait quelque chose de complètement différent. C'est toujours le Lac des Cygnes, mais c'est autre chose. Il a amené une couche, il a amené une couleur différente sur cette même œuvre et j'aurais envie que ce que je touche aujourd'hui, ça puisse, en toute modestie, ressembler un peu à ça. C'est-à-dire que on part de quelque chose qui est convenu et on réussit à lui donner une nouvelle dimension, une nouvelle couleur et si notre métier, ça peut être ça, c'est déjà beaucoup, ouais. Moi, ce que j'entends là, puisque tu parlais de chef cuisinier tout à l'heure, c'est comme si tu me disais: «J'ai envie de savourer davantage ma pratique et mon art d'architecte et Bah le oui, meilleur est à venir». le meilleur est à venir et on parlait de la sagesse en introduction, voilà. Moi, j'ai l'âge de la sagesse aujourd'hui à titre privé, mais aussi à titre professionnel et effectivement, c'est amener plus de qualité dans le temps, dédié au travail, ouais. Je pense que c'est une très belle transformation, Christophe. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Et je te remercie Dimitri pour cet échange également. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker. On se retrouve dans un mois dans le prochain épisode de Sans façade.